Bonjour à toutes et à tous, excellente journée dominicale à vous tous qui avez choisi notre compagnie ce dimanche matin. Dès les premières heures de ce jeudi, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, a situé les Béninois sur les résultats des communales qui ont eu lieu ce dimanche, il faut dire le dimanche dernier, dimanche 17 mai. Les 1815 conseillers qui devront désormais siéger au sein des conseils communaux des 546 arrondissements que comptent les 117 communes de notre pays sont connus officiellement. Un scrutin tenu dans des conditions bien particulières à la lecture des résultats de ce scrutin, des surprises, mais également des certitudes. Ce scrutin a révélé le vrai visage des 5 partis politiques qui étaient en lice suite à l'application des dispositions prévues par le nouveau code électoral. Au finish, l'Union progressiste s'en sort avec 820 sièges, le Bloc républicain 735, Foscori pour un Bénin émergent 260. Ce sont là donc les 3 forces politiques présentes sur le territoire national désormais éligibles qui ont eu les sièges dans l'ensemble. Alors, quelle est la portée sociologique de ces élections? Quelles leçons peut-on en tirer? Pour en parler ce dimanche, nous avons avec nous dans ce studio et sur ce plateau, Dr Caliste Rouedé, qui est socio-anthropologue. Bonjour. Bonjour, Théodule. Et bonjour également les téléspectateurs et les téléspectatrices. Très bien. Qui, au passage, je salue davantage au regard de Covid-19. Les Béninois sont sortis massivement pour aller manifester leur vote. C'est-à-dire que leur droit civil et politique, très bien, à travers le choix à eux, selon les déterminants qui participent au choix du vote. Oui. C'est le préalable. Effectivement, le Bénin s'est inscrit résolument dans un cycle électoral au lendemain de l'historique conférence des forces vives de la nation, qui nous a permis d'avoir comme régime démocratique la démocratie. À ce titre, depuis 2015, nous avons une Sénat professionnel qui sait faire bien les choses. Et au passage, il faut saluer la dite Sénat qui, de 2015 à aujourd'hui, elle a beaucoup gagné en termes d'expérience, de maturité, oui. Puisqu'il faut se rappeler, moi j'ai été juste au lendemain de la convocation du corps électoral, très tôt par le président de la République, d'accord, depuis janvier, la Sénat a élaboré un calendrier électoral. Le calendrier électoral est partagé par tous les acteurs prenant part aux élections, ce qui fait qu'à chaque échéance issue, on sait ce qu'on doit faire et on arrive vite à le faire. Donc, il faut saluer cette promptitude avec laquelle la Sénat a travaillé, sans oublier l'appui régulier constant du gouvernement. Bien sûr. Parce qu'on aurait bien élaboré tout budget, mais sans financement, ou bien retard de décaissement, voilà, ça va être des problèmes. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre que dans une approche holistique, tous les acteurs impliqués dans le processus électoral ont joué leur partition, ce que nous saluons au passage, puisque le Bénin gagne en termes de visibilité. Le Bénin gagne en termes d'organisation des élections. D'accord? Quitte à voir maintenant le contenu de ce qui en est pour qu'on puisse se prononcer. Très bien. Alors, quelle lecture faites-vous, docteur Rouedé, de ces élections, en tout cas, des résultats que nous venons d'avoir, que la Sénat a proclamé, les résultats, il faut le signaler, définitifs. Et là, il faut apporter la précision parce qu'il y en a qui pensent que ce sont là des résultats provisoires, alors qu'avec le nouveau code électoral, la nouvelle loi, c'est bien sûr la Sénat qui s'occupe des résultats définitifs. Oui, et il faut tantôt faire la première lecture, c'est au regard des élections législatives de 2019, qui n'a connu que 2 partis, toujours à l'épreuve des faits du nouveau code électoral, où nous avons 2 partis, les proches du pouvoir, pour ne pas dire les partis qui sont au pouvoir, puisque ces 2 partis sont représentés dans le gouvernement du président Talon. On constate que le ressentiment qu'on pourrait imaginer au niveau de l'électeur, pour plusieurs raisons, n'avait pas pris part aux élections de 2019, on n'a pas constaté ce ressentiment dans le cadre de la frustration. Puisque c'est les 2 partis qui sortent gagnants de ces élections. Ça, c'est la première lecture
puisque les deux là sont représentés au Parlement, sont représentés également au gouvernement, et ce sont des partis au pouvoir. Donc, la première lecture qui sort de là, ça veut dire quoi? Le peuple n'a pas manifesté dans son entièreté. Il ne faut pas oublier qu'il y aura des opinions diverses. Mais quand on parle de la majorité des faits, d'accord, le peuple n'a pas manifesté une certaine frustration. Telle frustration pouvait être lue sur des résultats qui ne seront pas beaucoup plus favorables à ces deux grands partis politiques, qui ont eu plus de sièges que la troisième force politique, telle la force de l'opposition. Donc ça, c'est le premier élément. Mais il faut comprendre que ce résultat que je dis ne sanctionne pas ces deux partis politiques, encore moins ne sanctionne pas le gouvernement du président Talon, est aussi tributaire du moment où ces élections ont eu lieu. Ces élections ont eu lieu au lendemain des 4 ans du président de la République, lesquels 4 ans ont été abondamment, je dis bien abondamment évalués par chaque ministre à travers les médias, où les résultats ont été analysés, ont été apportés, et ce qui est beaucoup plus visible au niveau du Béninois lambda, c'est le réseau routier. C'est le réseau routier qui est le premier élément palpable. D'accord? Le reste en termes de cantine scolaire, le reste en termes d'énergie, le reste en termes d'approvisionnement en eau potable, le reste en termes d'énergie rurale, et pourquoi pas l'amélioration de la pauvreté. Le visage de la pauvreté est amélioré à travers le programme H, par exemple. D'accord? Donc, ce que j'appelle des inputs, ce sont des gains qui ont connu leur évaluation positive auprès de l'électorat béninois. Ah, c'est une première lecture. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui a renchéri cette lecture que je viens de faire? Ce sont les acteurs au niveau de ces deux partis politiques qui ont travaillé sur le terrain. Certes, tout n'a pas été rose par endroits. J'avais la certitude qu'ils ont travaillé sur le terrain, bien ils se sont servis de ces atouts, de ces inputs pour avancer, pour avoir ces résultats. Oh oui, ça aussi, c'est aussi une opinion qui n'est pas à rejeter. Puisque ces inputs, ils se sont les ont appropriés. Très bien. Il y a une appropriation de ces inputs à leur profit, d'accord, qu'ils ont essayé d'utiliser sur le terrain pour dire, voilà, nous qui avons soutenu le président de la République, voici les raisons qui pour lesquelles nous le soutenons. Et nous voulons encore que vous nous donniez plus de confiance pour que de ce qu'il est en train de faire là-bas, le lien que nous avons avec lui, nous puissions procéder à une transposition du dit lien dans vos localités respectives. C'est des discours qui sans doute ont été utilisés. Premier facteur. Mais ces discours n'ont pas porté leurs fruits à tous les coups. À tous les coups. Ça, il faut se rendre à l'évidence parce que nous n'allons pas entrer dans les détails. Quand vous prenez certains coordonnateurs qui parfois, soit c'est du statut du ministre, ou parfois c'est du statut du député, ou bien un opérateur économique de la zone, influent, tout cela a participé à mobiliser l'électorat dans leur sens. Ça veut dire que dans leur intérêt. Donc, le choix a été fait sur la base d'une certaine identification, sur la base d'une certaine reconnaissance de l'électeur, soit par rapport à ceux-là, soit par rapport aux candidats, soit par rapport au président de la République. Donc, les réponses plausibles vont d'un secteur à un autre, d'un acteur à un autre, pour se rendre à l'évidence, puisque ceux qui sont des ministres et autres, la plupart étaient sur le terrain, d'accord? Et ils ont contribué d'une part. Et d'autre part, ceux qui ont plus besoin de ces élections à la base, ce sont les députés. Et c'est les deux partis politiques qui sont représentés. Pourquoi dites-vous que ce sont les députés qui ont beaucoup plus besoin de ces élections sur le terrain? Puisque juste après les élections présidentielles de 2021, dont nous sommes en train de voir le visage, il y a les élections législatives de 2023 qui sont là. Donc, dans 3 ans. Et par rapport à ça, il faut que je travaille, puisque c'est sur ces maires, sur ces conseillers locaux que je vais m'appuyer, puisque la circonscription électorale prend plus d'une commune en compte. Donc, si j'arrive à beaucoup plus mobiliser les conseillers locaux, d'accord, voire les maires éventuels qui seront élus dans ma circonscription électorale, je pense que j'aurai le retour à l'ascenseur. Donc, beaucoup ont travaillé dans ce sens. Et ça a marché par endroits, ça n'a pas marché complètement par endroits, puisque quand vous voyez dans certaines localités où
le parti d'opposition qu'on appelle FCBE a pris le dessus. Je prends le cas de Kandi, par exemple. Je prends le cas de Bembereke. D'accord? Le cas de Bani Kwara. C'est des choses aujourd'hui qui sont palpables. On peut dire, mais je cite ces localités. Pourquoi? Il suffit que les gens essayent d'interroger, de voir les acteurs politiques et de pouvoir les positionner par rapport à ces localités et de se rendre compte que le discours, tout ça là qu'on a pu approprier, l'électeur n'a pas eu le comportement attendu. Alors, nous allons revenir sur les causes de ces éléments. Donc, au-delà de cela, il y a l'autre chose. C'est quoi? Il faut comprendre cette restriction. J'appelle restriction des acteurs à prendre part à ce que j'appelle au partage des sièges. C'est une restriction. Et la dit restriction, c'est ça qui est imposé par l'article 184 du Code électoral, qui parle de 10%. C'est de là que tout est parti. Et il faut se rendre à l'évidence que la quête c'est pas d'assainir le milieu politique béninois passe par là. Puisque quand vous voyez 10%, au départ, j'étais à un atelier quand un des députés a projeté la loi. J'ai réagi pour dire 10% de l'électorat béninois. C'est un électorat qui est dynamique, qui n'est pas stable. Et la quête de ce 10% va procéder à une réorganisation géographique des formations politiques. Oui, puisque quand vous prenez de 1995 jusqu'en 2015, il y a eu des élus qui n'existent que de par leur commune. De par leur commune. Donc, par rapport à ça, il faut les amener maintenant à se regrouper. Mais ce regroupement, il faut comprendre qu'il y a une raison qui sous-tend ce raisonnement, ce regroupement. Laquelle? Quand je connais ma limite territoriale, chacune des formations politiques avant le regroupement avait une zone d'influence territoriale. Il faut se rendre à l'évidence. Donc, si je prends ma limite territoriale, là où je serai absent, là où je n'ai aucune capacité, l'autre prend le relais. Donc, le regroupement auquel nous avons assisté, ce n'est que une formalisation d'alliance qui ne dit pas son nom. Puisqu'il y a eu dans le passé des alliances qui ont donné des résultats. Puisque du moment où je me retrouve dans cette alliance en tant que parti politique et que ce n'est pas ma zone de prédilection, je vais voter, puisque celui qui est en alliance avec mon parti d'origine, d'accord, va porter la voix, non la voix de sa propre formation, il porte la voix de notre alliance. De ce fait, je me retrouve dans cette alliance. C'est là qu'il va voter. Ce qui fait que les alliances, c'était pour compléter l'insuffisance. C'était pour avoir une plénitude du territoire. Donc, c'était ça que les gens vivaient. On en a vu dans le passé. Mais beaucoup ne sont pas allés aux alliances. Mais par contre, au niveau des élections locales, avant l'avènement du nouveau code électoral, c'est que les gens ne voyaient les choses qu'au niveau de l'arrondissement. Puisque l'arrondissement est la circonscription électorale. Ce qui avait permis en temps d'avoir des listes, des indépendants par-ci, par-là. Mais c'est que l'optique aujourd'hui qu'on doit mettre fin à cet émiettement des formations politiques pour qu'on dispose d'un système politique partisan, édifiant, qui nécessitera des rencontres entre les acteurs politiques pour bien penser aux questions de développement. Et je l'espère beaucoup plus qu'on assistera davantage à une stabilité des élus locaux. Puisque l'instabilité à ce niveau aussi ne nous arrange pas. Ne nous arrange pas du tout, dans la mesure où, quand il y a assez d'instabilité dans nos communes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie à la base va manquer de ce que j'appelle la démocratie sociale au profit de la démocratie politique. Alors que la démocratie politique ne prend l'individu, l'élu à lui-même. Et quand l'électeur ne trouve pas son compte à travers la gestion d'un élu, de plus en plus, il aura ce que j'appelle une désaffection de la chose politique. Et je ne voudrais pas qu'on en arrive. Voilà. Très bien. Alors, jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous avez en tout cas suivi un peu ce qui s'est passé. Mais quelle lecture faites-vous des résultats? Est-ce que l'aspect sociologie fils du terroir a pris le dessus, a joué dans ce que nous avons eu comme résultat? Oui, le fils du terroir a joué en dehors des villes, des grandes villes, par endroit. Mais si vous allez à l'intérieur du pays, c'est le fils du terroir. À moins qu'on me démontre le contraire. En dehors des grandes villes. Ça, je le dis aux autres. En dehors des grandes villes. D'accord? Si vous allez à l'intérieur du pays, c'est le fils du terroir. Et
C'est ça que je dis, le regroupement, le grand regroupement dont on parle, ce n'est rien de nouveau. C'est qu'on fixe aujourd'hui le seuil pour nous obliger. Je dis bien, c'est une obligation. Ça, parce que j'étais à cet atelier, j'ai dit, et 10%, c'est que nous allons créer ce que j'appelle l'exclusion de fait. Et cette exclusion de fait va susciter ce que j'appelle des frustrations, ce que quelque part on appelle de la justice électorale. D'accord? Donc on ne va plus permettre à ce niveau l'expression de la minorité. Oui, on ne va plus permettre à ce niveau l'expression de la minorité. C'est une remise. Alors que la démocratie, c'est aussi l'expression de la minorité. Mais cette minorité, le seuil qu'on a donné à cette minorité est de trop, puisqu'on n'a pas tenu compte a priori de la géographie électorale et de la sociologie électorale. Puisque le comportement de l'électeur d'une région, le comportement de l'électeur est variable d'une région à une autre. Et les attachements ne sont pas les mêmes. Même s'il doit y avoir les dynamiques sociales, ces attachements se trouvent aussi alimentés par d'autres inputs. Et ces inputs, ça relève peut-être du contexte économique, ça relève du contexte sociologique à travers lequel la candidature est présentée et aussi la qualité de la candidature. Il y a des endroits où les gens se sont offusqués contre la candidature. Ça, c'est... Je pense que quand on va commanditer des études, je le veux bien, pour ceux qui ont les moyens, les gens sont prêts pour réaliser ces études. Vous avez vu le taux de participation, ça fait 48%. Oui. Quand vous allez dans certains endroits, ça c'est 48% au plan national. On peut désagréger ces 48% au plan national par contrée et se rendre compte que pourquoi beaucoup ne se sont pas déplacés, il y a des endroits où on n'aura pas eu, a priori, plus de 50% de nombre d'inscrits. D'accord? Mais il faut qu'on aille chercher pourquoi il y a moins de 50% des endroits. Selon vous, en tant que sociologue, anthropologue, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu ce taux de participation qui, relativement... Oui, ça, il y a plusieurs variables explicatives. La première, qui est l'évidence, c'est Covid-19. Premier élément. Deuxième élément... Est-ce que ça a véritablement joué? Bon, je peux le dire. Parce qu'il y a eu par moment... Je peux le dire ici, dans la mesure où le format de la campagne habituelle... Tu comprends? Le format de la campagne habituelle, qui est le regroupement de la masse. Puisque certains, après avoir écouté beaucoup d'acteurs, ils arrivent à faire le choix au dernier moment. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir observer les acteurs dans les meetings, dans les discours. Ces discours ne sont pas des moments sans entretien. Il ne faut pas se leurrer. C'est des discours où les lecteurs qui se déplacent se sentent entretenus. Puisqu'on est allé le chercher, on lui a parlé, il est rentré dans c'est aussi l'occasion pour certains de dire ce qu'ils pensent directement, d'échanger, d'accord, où à quelque part le candidat se trouve dans notre comportement culturel. Là, il est sous l'arbre à palabre. S'il a eu des comportements hier qui n'étaient pas bons, c'est l'occasion que les gens vont lui dire. Si ses parents ont eu des comportements qui n'étaient pas adéquats avec notre vivre ensemble, les gens vont lui dire, il va pouvoir se comprendre en des excuses, et bien il va pouvoir dire, je ne ferai plus après. Donc, c'est aussi des moments de réconciliation. D'accord? Surtout que, il faut comprendre, hein, il y a des humains qui rentrent, c'est le moment pour certains humains, d'accord, pour ne pas dire certains citadins, de rentrer en milieu rural une fois, puisqu'on a besoin d'une candidature, et en milieu urbain, je n'ai aucune chance, c'est le moment où il retourne à la maison. Mais il retourne à la maison, comment il se fait découvrir? Oui. Est-ce qu'il y a encore des parents à la maison qui vont lui servir de courroie de transmission de ces mots pour que tel père, tel oncle puisse aller le présenter? Que c'est mon fils, ceci, pour telle raison. Donc, il y a de ces comportements, de ces réalités sociales de conciliation, de notre vivre ensemble, pour que la personne se retrouve. Aucun choix, le choix de l'électeur n'est jamais sans motivation. C'est quand on va conduire beaucoup d'études. Aujourd'hui, nous avons de base de données pour conduire des études, pour savoir quelles sont les motivations de l'électeur béninois. Oui. Et donc, vous étiez en train d'expliquer le cas du Covid-19. Oui, voilà le cas de Covid qui a empêché cela. Maintenant, autre chose, certains peut-être vu les événements malheureux de 2019, d'accord, c'est vrai qu'on du passé et tout ça là, certains n'ont pas souhaité se déplacer. Entre autres. Pour d'autres, peut-être qu'ils n'ont pas pu disposer de leur carte d'électeur et qui plus est, ne disposaient pas concomitamment d'une pièce pouvant leur permettre d'être identifiés sur la liste électorale. Bon, d'autres ont mis du temps avant d'aller identifier leur bureau de vote.
puisque avant les élections, les structures ayant la compétence ont affiché les listes électorales devant les postes de vote. Voilà. En attendant que la Sénat ne vienne afficher la leur. Puisque nos correspondants qui étaient sur le terrain nous ont rapporté qu'il y en a qui n'ont pas retrouvé leur nom. Oui. Il y en a qui se sont fondus en arbre, parce qu'ils n'ont pas pu voter jusqu'à une certaine heure, ils n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste. Il y en a qui n'ont pas retrouvé. Non, je pense que pour cette question, oui, concernant peut-être des centres de vote, peut-être des listes et autres, l'ANT et avec la Sénat pourront voir qu'est-ce qu'il faut faire. Si un état des lieux peut se faire par rapport aux cartes qui sont disponibles, à ces milieux, si on peut commettre une étude à travers une analyse des listes d'émargement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on prend un poste de vote, on va voir le nombre de personnes inscrites. D'accord? Si on prend ça, on voit le nombre de personnes ayant émargé sur cette liste, c'est-à-dire que des gens qui se sont réellement déplacés pour venir voter. Quand l'écart sera, puis ça dépasse, si c'est en dessous de 50%, on peut faire le recoupement de ces postes de vote et commenter une étude pour savoir les mobiles. Si on a les moyens, pour savoir les mobiles en quelques variables, pourquoi vous n'avez pas voté, tout ça là. S'il y en a qui sont d'ordre de la candidature, de la nature des élections, s'il y en a qui sont d'ordre technique, du fait de n'avoir pas vu très tôt sa liste, ou bien du fait de n'avoir pas très tôt identifié son centre de vote, ou bien du fait de n'avoir pas disposé à temps sa carte d'électeur, et en dehors de la carte d'électeur, je ne dispose d'aucune autre pièce capable, d'accord, pouvoir me permettre d'aller me faire identifier sur la liste électorale. Puisque aujourd'hui, sans aucune carte sans votre carte d'électeur, vous ne pouvez pas aller voter, à moins que vous disposiez d'une pièce pouvant vous permettre d'être identifié sur la liste électorale. Le premier critère, vous devez être sur la liste électorale. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas voter. En dehors de ces aspects, quelle autre raison, Bon, l'autre raison, ça peut être aussi, je t'ai dit, la nature de la candidature. Quand ils voient la personne candidate, ils disent, bon, telle personne, dans mon arrondissement, le choix ne me convainc pas. Donc, il peut ne pas y aller. Très bien. Voilà. Alors, Dr Kali Sorodé, nous avons vu, on a parlé des deux blocs, de l'Union, l'UP et BR. On a vu un peu leur performance. Mais l'autre performance qui a étonné plus d'un, c'est la percée remarquable des forces Cori pour un Bénin émergent, un parti qu'on n'attendait pas du tout à ce stade, mais qui aujourd'hui a pu regrouper plus de 14% au plan national. Oui. Il faut d'abord se rendre à l'évidence. Je salue au passage. Ce que je dis, il faudrait que notre système politique, notre régime démocratique puisse être nourri de l'opposition. D'accord? Je ne maîtrise pas le reste. Mais tout ce que je dis, il faut saluer d'abord cette formation politique. La saluer en ce sens que aujourd'hui, sa présence sur la scène politique donne un autre regard sur notre pays. Ce n'est pas le regard de 2019. Ce que j'appelle, il aura une dynamique dans l'analyse sur un certain nombre de paramètres, sur ce point. Maintenant, par rapport à leur percée, vous voyez les zones où cette force politique a émergé. C'est des zones où les acteurs qui sont là ont été de l'ancien régime. Vous voyez leur figure, un certain nombre de choses par rapport à leur localité. Ça, c'est un élément fort qui a beaucoup plus marqué. Si vous voyez, bon, vous venez au sud, je ne vois pas beaucoup, en dehors de Bopa, où ça fait 70, ça fait 7-7, d'accord, où c'est possible. Cotonou, il n'y a pas, à Bomekalabi, non, pas beaucoup. Vous allez dans le plateau, pas beaucoup, d'accord, mais et que c'est dans le nord. À partir de la Liborie. Oui, de la partie méridionale du pays, jusqu'à Savais. Bantais, vous voyez, Bantais, Savais. Oui. D'accord, Savais, connu pour l'événement passé. D'accord, ça c'est aussi un signal. C'est une information. Un vote, c'est aussi une opinion. D'accord, que tous les acteurs doivent prendre, quitte à chaque acteur politique, y compris le gouvernement. D'accord? Le vote, c'est le résultat d'un comportement. C'est l'expression d'une opinion que tout acteur politique doit prendre pour analyser, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est fait, et puis revoir un certain nombre d'attitudes. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que la scène politique n'est plus animée par les deux grandes formations politiques. Donc, il faut compter
avec la force opposée, la force politique d'opposition, qui est FCBE, qui, je vous rappelle, vous allez observer, si à moins qu'il y ait d'autres imprévus demain, vous allez observer cette formation politique aura pour les élections de 2023 ce que j'appelle de la clientèle. De la clientèle. Déjà? Oui, aura de la clientèle. Je parle des élections législatives de 2023. Oui. Aura de la clientèle dans la mesure où on en est encore. on en est loin. Mais il faut voir très tôt. Oui. Puisque la dite formation politique a franchi le seuil de 5%. Le seuil de 10% du moins. Exigé par le code électoral. Tant pour les élections législatives que pour les élections communales. Les deux n'ont pas le même mode de calcul. Mais le seuil pour être éligible à l'attribution des sièges, chaque parti politique doit avoir 10% d'accord des suffrages des suffrages valablement exprimés au plan national. Est-ce que vous voyez? Puisque tant pour les élections législatives que pour les élections communales, c'est 10%. Il n'y a pas de bémol. D'accord? Oui. Donc, déjà, c'est déjà après l'expérience des 10%. Pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, qui peuvent déjà redouter, ah, ça doit être un élément qui est, que j'appelle ça la note éliminatoire. C'est encore ce que j'appelle la probabilité pour nos partis politiques. Donc, aujourd'hui, il revient à chaque formation politique de faire ce que j'appelle de commanditer des études. Il est très tôt pour eux de commanditer des études. Vous voyez, tout le monde a pu disposer des listes pouvant couvrir les 546 arrondissements pour bénéficier de quitus pour être sur la liste, d'accord, des partis politiques devant compétir pour les élections communales. Ça, c'est un premier pas. J'appelle ça du remplissage. On peut le faire. Maintenant, à l'épreuve des faits, celui que vous avez pu positionner là-bas, quelle est son audience? C'est là aujourd'hui aussi, il y a toujours la prépondérance des partis politiques selon les zones. Quelle est son audience? Pour ceux qui n'ont pas pu avoir les 10%, l'analyse, c'est de rentrer au niveau de chaque circonscription électorale, de faire l'analyse, d'évaluer leurs forces et de voir. Nous avons fait de la figuration pour pouvoir remplir les exigences administratives pour déposer nos dossiers de candidature à la Sénat. Et avoir le quitus. Nous avons eu le quitus. Nous y sommes. Mais nous n'avons pas pu réunir les 10%. Pourquoi n'avons-nous pas pu réunir les 10%? Nous allons revenir sur, en tout cas, ces deux cas qui n'ont pas pu regrouper les 10%, voir les raisons qui étaient d'éligibilité. Nous allons y revenir. Mais parlons de la percée des FCBE. Nous y sommes toujours. Alors, est-ce que ce n'est pas une sanction, je dirais? Je voulais dire une sanction par rapport à ce qui s'était passé, surtout quand on voit on étudie les zones dans lesquelles FCBE a percé, Savait, Parakou, etc. Il y a Niki qui m'a... Il y a Niki, mais est-ce que ce n'est pas là une sanction par rapport aux événements passés? Les gens se sentent frustrés. Aujourd'hui, ils ont eu l'occasion de s'exprimer. C'est là que je disais... On ne peut pas dire non. Mais c'est l'emprise, la prépondérance des résultats des deux blocs qui m'ont dit que le gouvernement n'a pas été sanctionné. Si sanction doit avoir, elle est relative. D'accord? Et elle est relative par rapport à ces zones. Non, peut-être pas par rapport au gouvernement, mais peut-être aux dirigeants locaux. Aux dirigeants locaux, oui. D'une part, et d'autre part aussi, il y a ce que j'appelle, ces derniers temps, avant tout ça là, il y a pas mal de mobilité. Il y a eu pas mal de mobilité. Il y a eu des... Mobilité politique. Ce que j'appelle la transhumance. Ça n'a pas manqué. Dans tous les cas. D'accord? De ce côté, par-ci, par-là. Mais là-bas, il faut comprendre que ceux qui... je sais pas. Les problèmes à l'interne, ont contribué au renforcement du parti. Puisque certains se disent, vu les crises qui nous sont parvenus, vu les crises par-ci, par-là, ils auront le temps de les régler, de trouver les solutions à toutes ces crises. Certains ont voulu manifester que cette crise ne doit pas les emporter.
Ça, entre autres, hein, c'est ce que je peux dire par rapport à ce comportement, d'une part. D'autre part, pour certains, il faudrait qu'on matérialise notre appartenance. Il faut qu'on matérialise notre existence politique. Du moment où je n'ai pas la même opinion que le gouvernement, si je peux témoigner cette opinion qui n'est pas la même que celle du gouvernement, je ne peux que la manifester à travers mon choix d'électeur que je suis, d'où certains sont allés faire leur choix au profit des forces Cori ou un Bénin émergent. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, l'analyse beaucoup plus, et que cette force existe aujourd'hui comme une force d'opposition avec qui on doit composer. Mais est-ce que l'ombre de l'ancien, du président d'honneur, l'ancien président Boni Yayi, n'a pas plané quelque part, n'a pas joué au profit de ce parti, surtout dans non, sur ce point, on ne pourra pas être figé. Je dois avoir deux attitudes ouvertes. La première, certains disent qu'il soit parti, nous allons prouver que nous existons. Bien sûr. Ça, oui. C'est un. Oui. D'autres pourront dire, bon, qu'il soit parti. Bon, le parti est resté. Le parti est resté. Un parti de l'opposition. De l'opposition. Oui. Maintenant, pour certains, ce qu'on le veut ou non, c'est un ancien président, il doit toujours avoir ce que j'appelle ses affinités. Certains de ceux-là qui sont dans ce poste-là peuvent dire, nous n'irons pas. D'accord? Mais tout compte fait, à moins qu'on se trompe, je ne pense pas. S'il a été beaucoup plus actif dans le dispositif, je pense que le score peut connaître une amélioration. Je dis bien peu. Oui. C'est susceptible de connaître une amélioration. Une amélioration. Oui. S'il a été vraiment si c'était impliqué davantage comme il le fait, et ça, il pourra drainer. Qu'on le veuille ou non, c'est un ancien président. On a vu le cas de l'ancien président M. Soglo, d'accord, pour certaines élections dans ce pays, comment, n'étant pas d'accord avec son parti, alors il est allé dans les endroits où il devait aller pour aller au moins mobiliser les siens, d'accord. Donc je pense que c'est ça. C'est une attitude qui doit être analysée à l'aune de ces deux paramètres. Très bien. Le premier paramètre, ceux qui vont lui prouver que nous allons exister en dépit de votre retrait, mais ceux qui vont dire, bon, je reste dans le même postulat que le mentor qui est pris du recul par rapport à ça et qui ne sont pas allés. Tu comprends, s'il était beaucoup plus présent, je pense que quelques endroits, on pourrait encore avoir quelques... Docteur Kalis Rodé, à la lecture des faits aujourd'hui, cette force politique, je dirais l'imprévu qui est là, elle n'a pas se contrôler au moins cette mairie. Alors, comment voyez-vous la suite? Est-ce que c'est possible, c'est effectif? Et comment cela... Bon, si on va respecter l'approche du code électoral, que le maire sera issu du parti majoritaire. Si on reste dans ce postulat, c'est que c'est bon. Maintenant, il y a des endroits où ils ne disposent pas assez de marge. Dans certaines communes, ils ne disposent pas assez de marge. Il y a des endroits où ils sont faiseurs de roi. D'accord? Ça dépendra, qu'on le veuille ou non, on arrive à un jeu d'alliance. Oui, par endroit. Par endroit. Oui. Ce jeu d'alliance ne va pas seulement se focaliser sur une seule commune. Non. Ça ne va pas se focaliser sur une commune. Là où l'État n'est pas trop par rapport aux deux formations politiques qui sont de la mouvance, d'accord? Oui. Et ils peuvent négocier, j'ai telle attitude au profit de telle, dans telle commune, mais dans telle commune, vous devez avoir telle attitude. Donc, ce serait une négociation entre forces politiques. Ce ne serait pas entre les individus, d'accord, dans certains milieux, non. Ça va se passer seulement dans quelques communes où la différence n'est pas de trop. Mais quant à Parakou, ils ont la majorité pour l'avoir. Oui, quant à Parakou, ils ont la majorité. À Moscou Métro, au niveau de Niki également. Mais à Parakou, avec les derniers événements auxquels on est en train d'assister, il y en a qui sont, au moins 85, qui sont exclus, radiés du parti. Il y en a qui sont élus conseillers, mais qui sont radiés du parti. Ça doit avoir forcément des conséquences sur la suite des événements. Non, ça, par exemple, si c'est radié du parti à l'interne. Oui, à l'interne. C'est à l'interne. D'abord à l'interne. Donc, pour celui qui est élu, qui est déjà élu, mais qui est radié du parti. Non, bon, ça, du moment où les étapes préalables ont été franchies,
Ce préalable étant déjà fait, je ne pense pas qu'aujourd'hui, vu le contexte qui est le leur, je pense que le bon sens permettra aux uns et aux autres de ne pas se donner beaucoup plus en spectacle et d'avoir de la sénérité pour que nous ayons une stabilité au niveau de tous les partis politiques aujourd'hui qui ont une légitimité de pilier et que les questions de développement puissent trouver une approche de solution. Au regard de tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est pour nous aider à réduire les inégalités sociales, c'est pour nous aider à disposer des services sociaux. Je pense que dans ce postulat, on ne viendra pas encore perdre du temps pour parler des questions d'éligibilité par-ci, par-là. Je pense qu'ils vont pouvoir épargner le peuple béninois et il va dans leur intérêt. Ah oui? Ah, il va dans leur intérêt, beaucoup plus, puisqu'ils vont travailler pour une quête de popularité. Ils vont travailler pour une quête d'adhésion. Vu leur passé, c'est vrai, tout parti au pouvoir a beaucoup d'avantages de mobilisation. Maintenant, les leurs qui sont partis pour plusieurs raisons, peut-être que le moment est venu pour que cela puisse revenir au bercail et vont trouver des formes. Non, mais ils ont été radiés, élus ou non élus, ou titulaires, ou suppléants, titulaires. Non, radiés, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation. Quelle interprétation faites-vous de cela? Non, la question de radiation, je ne sais pas quelles sont les fautes pour qu'une telle sanction soit donnée. Et parmi eux, il y en a qui avaient démissionné, qui s'étaient déclarés démissionnaires. Un peu avant les élections. Oui, après avoir déposé leur candidature qu'ils ont posé des actes ayant conduit à la sanction, ou bien c'est après être élu. Bon, moi, je ne trouve pas, en tout cas, je ne maîtrise pas tout le dossier, il faut avoir l'humilité de le dire, mais dans un tel contexte aujourd'hui, vu leur percée, vu leur émergence, surtout, c'est la troisième villa statut particulier qu'ils sont en train de disposer. Je ne pense pas qu'ils aient le temps de s'amuser là. Je pense que la raison viendra, ils pourront prendre les mesures adéquates. Mais les choses pourraient tourner autrement. Oui, c'est ce que je dis. En termes de dynamique, au-delà du contexte, les acteurs trouveront les concessions par-ci par-là pour se donner d'abord la paix à l'interne avant de venir, parce que c'est un milieu public qu'ils veulent gérer. Ah oui, nos mairies sont des entités publiques. Il faut que les gens comprennent. Vous êtes élu pour sa gestion dans le temps. Ce n'est pas un patrimoine privé. C'est des sphères publiques que vous êtes venu gérer. Donc, épargnez-nous de vos crises internes qui doivent avoir, si cette crise doit avoir des répercussions sur la gestion publique de l'entité territoriale publique, je pense que ça n'honore pas non seulement le parti, mais ça n'honore pas également la région. Nous avons besoin des services sociaux. À ce titre, je l'ai pris beaucoup plus de travailler à une certaine conciliation pour une cohésion sociale. On a besoin de la cohésion sociale pour évoluer. Très bien. Voilà. Docteur Kalis Sorode, l'autre chose qui a en tout cas surpris plus d'un, c'est le résultat présenté par le parti du Renouveau démocratique, le PRD. Le PRD qui, au plan national, c'est l'un des anciens partis, en tout cas, à ces élections, n'a recoupé qu'à peine 5,19% de l'électorat national. Qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui explique cette chute du PRD? Oui. D'abord, c'est la surprise générale. Et cette surprise générale, c'est la conséquence du code électoral qui fixe le seuil de 10% du suffrage valablement exprimé. Au-delà du... Non, attendez. Oui. C'est les données démographiques. Et je dis, en matière de comportement humain, rien n'est figé. Tout est dynamique. Ça rentre dans ce que j'appelle les dynamiques électorales. Et cette dynamique électorale, je pense que si, a priori, le parti a travaillé sur cette dynamique électorale, il saura quel est le comportement à avoir, à ne pas confondre une élection présidentielle, une élection législative et une élection communale. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les acteurs ne se mobilisent pas de la même manière. Il y a moins d'études sur les partis politiques à l'interne. C'est pour dire quoi? Si vous prenez ce parti dont vous parlez, 91, il n'y a pas grand-chose avant d'être président de l'UPACHOA pour la première fois, le leader du parti. Mais 95, c'est le meilleur score des élections législatives.
Oui, si vous cherchez les données, c'est le meilleur score aux élections législatives. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu avoir le choix puisqu'il y a des jeux d'alliance. Ça, c'est de l'histoire politique. Mais de 95 à 99, il y a une régression au niveau du territoire en termes des élections législatives. Mais pour les élections présidentielles, au-delà du cadre géographique de prédilection, il y a des sympathisants ailleurs qui votent, ce qui donne toujours 10% à ce parti pour pouvoir bénéficier de tout le reste pour les élections présidentielles. Donc, la restriction territoriale est une donnée qu'il faut beaucoup plus prendre en compte dans cette analyse. Quand le seuil de 10% est arrivé, je pense que tous les partis politiques, dans leur analyse, la plupart ont compris que c'est une donnée pour laquelle ils ne peuvent pas atteindre. Quand je prends les anciens partis politiques, dans ce lot, la plupart le savent que nous ne pouvons pas atteindre à nous seuls le seuil de 10%. Puisque, oui, et pourtant, non, c'est ça que je dis, attends que j'aille. Étant conscient que nous ne pouvons pas y aller, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer pas à exister sur la scène politique? C'est la question. Ça, c'est la question. Quand vous parlez, quand je prends PSD qui a eu des élections, même dans la 16e circonscription électorale de Cotonou, mais à un moment donné, il n'y en avait plus, qui s'est confiné dans le Koufo. Et à un moment donné, pour les élections de 2007, à moins que je me trompe, il y a FCB qui est venu encore prendre parmi les 6. Donc, ça veut dire quoi? De jour en jour, les formations politiques perdent du terrain. Les anciennes formations politiques. RB, qui allait même juste dans les collines, allait même à Parakou, avec tout l'Atlantique. D'accord? Mais après les élections législatives de 99, où elle a eu au-delà de 20, au plus entre 20 et 22, le territoire, ça veut dire que la géographie politique de la RB a commencé par connaître une régression. Voilà. Si chacun de ces partis politiques faisait une analyse dans le temps et dans l'espace pour voir aujourd'hui où nous avons plus d'électeurs, lesquels nous sommes fidèles, a-t-on réalisé des études pour savoir les mobiles pour lesquels nous avons cette fidélisation? C'est des questions que je pose. Et quand vient nous dire aujourd'hui, nous voulons mettre fin à une certaine régionalisation des partis politiques, je pense que le seuil de 10% doit être pris comme une donnée d'analyse. Laquelle donnée d'analyse va permettre une décision. Je pense que c'est là que la décision n'a pas été beaucoup plus mûrie au regard d'un certain nombre de paramètres. En autres, la forte adhésion aux partis politiques, la manifestation aux partis politiques, la reconnaissance légendaire aux partis politiques dans certaines contrées, je pèse bien le mot, dans certaines contrées du pays ont été peut-être des données sur lesquelles les gens n'ont pas beaucoup pris la décision à temps. Et encore moins, les 10 partis politiques, à l'instar de ses pairs de la même génération, ne sont pas restés sans des dissensions, sans des démissions, sans des départs. Mais est-ce que ces départs, à un moment donné, n'ont pas connu ce que j'appelle à une mobilisation de l'électorat au profit de ces derniers? C'est des questions. Je suis sociologue, je pose des questions. D'accord? Donc, c'est au regard de tous ces paramètres que le seuil de 10% n'a pas permis aux uns aux autres, d'accord, de dire nous ne pouvons pas y aller. Si c'est pour les élections communales, si c'est pour les élections législatives. Dans la mesure où les localités pour lesquelles les 10 partis et légendaires connaissent ce qu'on appelle la dynamique démographique. Il y a de nouvelles personnes. Et ces personnes peuvent ne pas être de votre adhésion. C'est une donnée qu'il faut prendre. Quel est dans l'électorat là, est-ce que tous les individus votent pour moi? Ce n'est pas que j'ai une maille que je dégage. Est-ce que la maille serait constante dans le temps? C'est des questionnements. Je pense que il a manqué, ça je le dis bien en tant que scientifique, il a manqué assez de questionnements, d'accord, sur ça, pour qu'on ne trouve pas la formule adéquate. Soit une formule d'explication davantage aux milieux qui sont les leurs, pour mobiliser davantage l'électorat à leur cause. Ou bien
trouver des formules pour les endroits où je n'ai pas de couverture géographique. Quand je prends de mémoire d'homme, le PRD n'a jamais eu dans le Mono et dans le Koufo. Comment est-ce que je me trompe? Non. J'ai une analyse de ces partis politiques. Donc, dans la 6e circonscription électorale, Sohava a été, depuis lors, un fief, oui, d'accord, du PRD. Oui. La vallée, la vallée de Lomé. Donc, ça veut dire quoi? À un moment donné, il est resté le seul parti politique, à moins que je me trompe. On a trouvé le Nord par le passé. Oui, le Nord par le passé à Djoubou, à la personne de Alimatou Biaou, père son âme, elle fut directrice d'école. Donc, vous voyez, cette analyse cartographique, ce que j'appelle la cartographie électorale, si ça a été bien fait, les gens sauront déjà maintenant le seuil de 10%. Qu'allons-nous faire? Si nous prenons les élections communales qui sont réalisées depuis 2003, dans les localités où nous sommes toujours les maîtres, faire la sommation. Dans quelles localités n'avons plus des maires? Je pense qu'avant ces élections, de 2015 jusqu'ici, le PRD a perdu pas mal des mairies dans la vallée, puisque FCB en a pris dedans. Donc, je pense que c'est des données à la fois l'histoire des élections et la cartographie électorale et enfin la société électorale qui sont des inputs qui devaient permettre aux acteurs, aux dirigeants du 10 partis de voir comment faire pour combler le vide de là où je n'ai pas la couverture géographique. Puisque du moins je n'ai pas la couverture géographique là-bas, avec qui je peux composer pour que ces milieux où je n'ai pas d'audience, je puisse trouver quelqu'un qui a l'audience. On a fait du remplissage pour la plupart des partis politiques, d'accord, à ces endroits où... Le parti dont on parle aujourd'hui n'a pas eu de difficulté, en tout cas, à présenter sa liste. Non, même, je pense le passé, dans Matitengou, par exemple, ils avaient des militants bien. Oui, c'est ça que je dis. Il faut rentrer dans l'histoire des élections, il faut rentrer dans les dynamiques, d'accord, démographiques, pour voir qui sont ceux-là qui hier nous mobilisaient les gens. Est-ce qu'ils continuent toujours d'être fidèles à nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a manqué, je pense que cette élection, c'est une élection test. Oui. Elle est test, puisque le seuil de 10% n'est pas une donnée acquise pour tous les partis, pas tous les partis politiques. Non. Non. Vous pensez? Ah oui, bien sûr. Non. Puisque le mauvais comportement d'un parti politique peut être sanctionné. Ah oui. Le mauvais comportement d'un parti politique peut être sanctionné. Ce n'est pas que nous avons la couverture géographique, que tout est acquis. Non. Non, pas du tout. C'est vrai que les élections présidentielles, dans son nouveau format aujourd'hui, la candidature qui nécessite tel type de parrainage, ça peut être un élément. Puisqu'on n'a pas permis aujourd'hui aux indépendants qui existaient pour les élections communales. D'accord? Voilà. Mais la question de légitimité va se poser à un moment donné. Très bien. Alors, quelle étude sociologique faites-vous à l'heure de l'échec de l'UDBN? L'UDBN? Oui, d'abord du PRD, qui est resté l'un des partis politiques les plus présents après la vague des années 95, où tout le monde avait, après la vague des années 99, de 2003 jusqu'à récent, le PRD disposait de chaque élection législative d'un groupe parlementaire. Donc ça veut dire quoi? Il y a une assise. Maintenant, comment cette assise, elle est gérée, comment elle est entretenue, ça c'est des questions dont je n'ai pas la réponse. Mais tout ce qui est là, j'appelle ça, je ne dirais pas séisme, mais je dirais une grande frustration. Une grande frustration dans la mesure où le seuil de 10% aujourd'hui a exclu l'expression d'une certaine pluralité au niveau de nos communes. Ça, c'est l'exclusion qui est ainsi réalisée. Mais cette exclusion, je pense que... Des seuils de 10%, tant qu'on a décidé tout. C'est ça. Voté par tous ces partis. Oui, c'est partout. Oui. Mais ce que je dis, ça, il faudrait que les gens, avec le temps, qu'on documente. Moi, je veux bien qu'on documente, d'accord, cette exclusion. Il faut la documenter pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne dis pas que ça soit une donnée figée à long terme. La belle preuve, notre constitution a connu une modification. D'accord? Il faut qu'à l'épreuve des faits, que ce soit de 10%, on peut l'appliquer pour deux élections. Mais pour les élections, juste à poser ça avec les modalités de calcul qui existaient pour les élections communales, d'accord? Moi, j'invite toujours les acteurs politiques à réfléchir pour voir dans les perspectives. Je ne dis pas que c'est une donnée figée.
Non, mais tout compte fait, ce seuil a généré ce que j'appelle de la frustration, de l'exclusion. Puisque, pourquoi? La voie est complètement matérialisée comme condition préalable à l'éligibilité d'attribution des postes. C'est un signal fort qui impose ce que j'appelle un regroupement de tous les partis politiques. C'est ça. C'est la donnée qui a servi de boussole pour que les gens puissent dire, ah, c'est vrai, ah, il faut que j'aille me positionner. Il faut que j'aille trouver le format pour être dans un milieu. Et c'est là l'une des leçons à tirer. Ici, c'est ça que je dis aujourd'hui, le seuil de 10% nous impose la question de l'unité nationale. C'est la leçon sociologique. Ça nous impose l'unité nationale, ça nous impose l'intégration. Puisque hier, moi, je vais rester seulement dans ma région pour me faire élire. L'obligation n'est même pas faite de couvrir tous les autres circonscriptions électorales. C'est vrai, j'essaie de les couvrir. Mais comment? Par délégation. Je couvre ça par délégation. Dans la mesure où, moi, je suis de telle région du pays et ma force de frappe ne dépasse pas cette région. Donc, ce qui m'est demandé par les 10%, ce qui m'est demandé par les 10% à travers le code électoral, mon compère avec qui je ne m'attendais pas hier, il est dans la même situation que moi. J'ai pris vite ma voiture, je suis allé le voir. Vu que le seuil de 10% nous impose un regroupement, je suis venu. Dans un postulat d'humilité. Ça, le code électoral a modifié le comportement humain. Vous devez avoir aujourd'hui l'humilité. Ça, c'est ça que nous appelons, c'est l'humilité. Avoir l'humilité d'aller vers l'autre et de dire, voici mon problème. Parce que tout ce qu'on ne nous dit pas, je pense que les partis politiques tels qu'ils sont, ils ont leur organigramme et autres, mais ils ont le devoir de bien créer l'organigramme qui va éviter autant que se peut les frustrations. Oui, le seuil de 10% nous impose le regroupement, mais il faut qu'il y ait moins de frustration. Et que les gens aient accès à des choses par mérite. C'est le moment où nous arrivons beaucoup plus aujourd'hui à un système politique partisan, beaucoup plus, comment dire, qui va permettre aux gens de mieux s'exprimer. La féodalité ne va plus exister. Les dictats d'hier dans des partis politiques où la quête de la candidature fait l'objet de beaucoup de chantage, de marchandises, de marchandisation de la vie politique, je pense que ce seuil de 10% vient travailler sur ces choses-là. Je pense qu'il nous faut réaliser des études pour évaluer quel est l'impact de 10%, d'accord, de ce seuil de 10% aujourd'hui sur le système politique d'hier. Il faut qu'on y aille. Très bien. Ce n'est pas que vous avez l'argent, que tout est acquis. Je l'ai dit aujourd'hui, tel que c'est fait, c'est l'insuffisance, ma limite, que vous, étant dans votre région, vous allez combler. Ainsi de suite. Quand vous prenez... Regardez aujourd'hui les anciens partis politiques qui très tôt se sont mis derrière, bon, de part et d'autre, quand je prends une progressiste. Tout est fédéré autour de Amoussou Bruno. Oui. Tout est fédéré, puisque déjà lui, à son niveau, je ne le juge pas, loin de moi. Mais ils ont vu loin. Il a quitté PSD en dépit des difficultés. Il a fait CFD. Il est resté, il a géré avec le professeur Lazare Sekouitor et Ijikola Olé. Et je pense, c'est les trois là qui sont restés comme une union de la nation. Oui. De l'autre côté MADEP, de l'autre côté Force Clé et de l'autre côté PSD. Sans oublier d'autres mouvements que je ne connais pas. Mais je cite les trois là qui sont restés comme l'union de la nation. Bien sûr. Et il a parlé des élections législatives de 2015 qu'ils aient eu beaucoup de candidatures. Ceux qui n'étaient pas avec eux. Ah oui? Oui. Ceux qui n'étaient pas avec eux. Alternative citoyenne est venue pour rester à Cotonou. Avec Restaurer de l'espoir est venue pour rester à Cotonou. UDBN est restée dans la 6e circonscription électorale. Et je pense que le moment que je ne vais jamais oublier, c'est cette élection du Parlement en 2015. Je ne suis pas allé, mais en tant que chercheur,
il faut saluer au passage le travail des uns des autres. Je pense qu'aujourd'hui, sur la scène politique, en toute humilité gardée, les gens ont su faire les choses autour d'Amos Bruno et il a su se comporter en ce moment au Parlement. Je pense que l'histoire va garder le reste. Donc, voilà comment, très tôt, quand le seuil de 10% est arrivé, ça a été très facile pour certains d'aller se retrouver autour de Amos Bruno. Vous avez vu? Puisque déjà, il y avait l'UNEFEL, la nation qui était déjà là. Donc, ceux qui participent à là ont permis ceux-là très tôt de se retrouver. Et de l'autre côté, avec le PR, ils se sont fédérés autour de Abdoulaye Diattani. Oui. Donc, et si vous voyez, quand vous allez dans une zone où les deux qui sont des concurrents ne sont pas allés dans le même parti politique. Ah oui. Quand vous allez dans les grandes zones du pays, les deux ne sont pas allés dans le même bloc. Quand je prends la région d'Agoli, à Kenatone, il y a Janvier où les deux ne sont pas allés dans le même bloc. Yadou est allé au niveau de BR, à Kenatone est allé dans UP. Oui. Est-ce que vous voyez? Il en est de même. Quand vous allez aujourd'hui au nord, surtout au nord, hein, quand vous prenez le nord aujourd'hui, Saka Lafia et Compéton Salé étaient déjà dans l'alliance. Est-ce que vous voyez? Étaient dans l'alliance. Mais dans cette alliance, et bien été avec eux à un moment donné. Vous voyez? Dans cette alliance, bien été avec eux à un moment donné. Mais quand vient le moment, bien est allé au niveau du BR. Et les autres sont restés. Et quand vous prenez Parakou, et Balamassi n'est pas allé dans le même, là où se trouve Saka Lafia, puisque les deux partagent la même circonscription électorale. Donc, Rachid Balamassi est allé au BR. Donc, les gens ont su, compte tenu de l'enjeu et de la chose et de la possibilité pour les uns les autres d'être tête de liste, c'est l'élément qui a permis aux autres de très tôt se positionner. Mais est-ce que là, vous voulez dire que le PRD et l'UDBN ont tort de ne pas aller? Non, moins de moi de pouvoir jouer sur cette variable d'analyse. Non, il faudrait que je sois clair. Je suis scientifique chercheur. Je donne les éléments à partir desquels, quitte à chacun de mes analyses, de trouver les éléments qui peuvent justifier l'échec. Puisque moi je dis les 10%, je l'ai dit à cet atelier qui avait réuni presque toutes les institutions de ce pays. J'ai dit, avez-vous évalué le comportement électoral pour se rendre à l'évidence qu'il faille prendre 10%, il y a un député dont je tais le nom, avec un appel au débat. Je dis le seuil de 10%, c'est suicidaire, puisque vous imposez à tout le monde d'aller au grand regroupement. Certes, mais il faut permettre l'expression de la minorité. On peut ouvrir, au niveau de cet article 184, un alinéa qui va servir de bémol. Mais cet élément qui va servir de bémol, il faut beaucoup plus l'encadrer. Pour que ça ne soit pas une porte ouverte à tout. Est-ce que vous voyez? Donc, ça n'a pas été fait. Mais ça a été voté. Tout le monde a pris. Moi, de mon coin, c'est ce que j'ai comme une lecture pour s'en rendre compte. Très bien. Mais ça, tout le monde me prenait. Quand je vois les gens venir sur le plateau de télévision parler, bon, je voyais certains très à l'aise que le seuil de 10% n'est pas un handicap. Alors, quelles sont les possibilités politiques et sociologiques qui s'offrent désormais à ces deux partis, le PRD, l'UDBN, pour... non, je pense que j'ai dit, le seuil de 10% qui nous impose un regroupement, il faudrait que les gens essaient de voir quel est le format de regroupement. Non, c'est-à-dire, d'abord, pour ces deux partis, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se présente, les possibilités qui sont... Ah, les possibilités qui sont... sur le plan politique. Sur le plan politique, non, sur le plan politique, il faut que chacun se rende compte de ses limites. Oui. C'est pour ça que je dis, l'histoire des élections, la géographie électorale, la sociologie électorale, ce sont des données qu'aujourd'hui, les partis politiques doivent utiliser dans leur plan stratégique. Les universitaires sont là pour les aider. Il suffit que les gens écrivent bien leur protocole, pas réaliser. Déjà ici, les deux partis politiques dont vous parlez sont obligés de commanditer des études. Puisque ces deux sont victimes de ce code électoral. Moi, les autres, là, je n'ai pas trop pris ça. Mais ici, j'appelle ça de l'exclusion de fait et non de droit. De fait, puisque c'est la conséquence. Regardez, sans doute, ils ont des voix
dans certaines circonscriptions, puisque nous sommes au niveau des élections locales, et la circonscription électorale, ce n'est que l'arrondissement. Donc, aujourd'hui, tel que c'est fait, il n'y a pas l'expression de la minorité, comme je le dis, l'expression de la minorité au sein de nos conseils communaux. Très bien. Alors, au regard de tout ceci, Dr Kalis Rodé, on a comme l'impression que c'est l'histoire politique du pays qui se répète aujourd'hui au regard de ce qui s'était passé dans les années autant un peu avant l'indépendance et après l'indépendance. Il y a comme une répétition de cette... Non, ce n'est pas une répétition. Je dis que le seuil de 10% est en train d'écrire une autre histoire politique des partis politiques. La cartographie. Vous savez, dans notre cours quand on était dans les basses classes à l'université, quand vous prenez l'histoire de la sociologie politique, et en son temps, UDD, bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça là, quand vous voyez, il y a eu une régionalisation des partis politiques en 3 grands blocs. Ça a perdu jusqu'à un moment donné. C'est cette donnée sociale et historique de notre vie politique qui est en train d'être modifiée, d'être transformée. Et transformée à partir du seuil de 10%. C'est ça là aujourd'hui qui s'impose, qui nous impose à un regroupement. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas une phase de transition. Ça, c'est le législateur et l'exécutif qui ont jugé utile d'aller ainsi. D'accord? Donc, il faudrait qu'on essaie de revoir ça. Mais sans aucune étude, je ne pense pas que les gens puissent se comporter comme si de rien n'y était. Très bien. Ils vont trouver des alternatives à travers des études. Puisque ne pas être, ça je le dis aujourd'hui pour le PRD, ne pas être d'aucune sphère politique. Jusqu'en 2023. D'aucune sphère politique. Le PRD en tant que parti politique, qui ne se retrouve dans aucune sphère politique institutionnelle de mon pays, jusqu'en 2023. Si 2023, les stratégies adéquates n'ont pas été trouvées et que le même résultat parvienne, je ne dirai pas le reste. Et ça, je ne le souhaite pas parce qu'il faut des partis politiques pour animer. D'accord? Il faut que d'autres restent. La transformation, qu'on ait des partis de longue, en tout cas, historique. D'accord? C'est très bien. Je les ai écoutés pendant la campagne. C'est le seul parti trentenaire. Tout ça, c'est bon. Mais il faut se rendre à l'évidence, qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre à l'aune du temps. Très bien. Et pour survivre à l'aune des réformes. C'est l'une des conséquences notoires des réformes politiques du président Talon, laquelle réforme, la plupart des acteurs politiques au Parlement de 2015 à 2019 ont largement pris part. J'ai dit la plupart, je n'ai pas dit tout le monde. Donc, il faut que mes expressions soient comprises. Alors, docteur Kalis Rodé, nous voilà au thème de cet entretien. Alors, quelle conclusion tirez-vous par rapport à ces résultats, c'est-à-dire cette portée sociologique pour lesquelles vous avez fait ces études? Quelles conclusions pouvons-nous tirer? La première conclusion qui est ici, c'est que les acteurs politiques d'hier qui ne s'entendaient pas ont l'obligation aujourd'hui, certains acteurs politiques qui ne s'entendaient pas, au regard de la cartographie aujourd'hui, ont l'opportunité de s'entendre. D'où la quête d'une cohésion sociale. Je ne vais pas dire de la cohésion sociale, j'ai dit d'une cohésion sociale. Il faut que mes expressions soient comprises. Deuxième élément, ceux qui sont exclus, qui seront frustrés et autres, je pense qu'il faut que la réflexion continue au niveau de ceux qui sont les gagnants aujourd'hui, pour voir quelle est l'alternative pour avoir un seuil, susceptible de favoriser l'émergence des minorités. Je ne voudrais pas qu'on puisse venir d'ici 15 ans, 20 ans, à l'avènement d'une certaine bipartition de la vie politique. Non, pas du tout, puisqu'il faut permettre la pluralité d'opinions, il faut que les gens aient le goût de s'exprimer, d'accord? Pour cela, il faut créer les opportunités, il faut créer les cadres adéquats par rapport à ça. Donc, autre chose, je voudrais que, au niveau de nos mairies, au lendemain, puisque selon le code électoral, c'est dans 15 jours, après la proclamation des résultats par le Sénat, que les acteurs se retrouvent avec le calme, la patience, d'accord, pour aller voter dans le bon sens.
Je ne voudrais pas qu'on assiste à des choses auxquelles nous avons assisté dans le passé, la séquestration des conseillers qui sont déportés, enfermés dans des hôtels, non, et que les gens... Vous ne souhaitez pas ça? Non, je ne souhaite pas ça. Il faut que notre démocratie gagne en termes de comportement, en termes d'éthique, en termes d'élégance aussi, d'accord? Et fini, que le président saura évaluer à son âme et conscience les réformes qu'il a apportées. D'accord. Ça, c'est ce que je voudrais dire. Merci à vous, Dr Kalis Rodé. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue. C'est avec vous que nous avons, en tout cas, fait les analyses, la portée sociologique des résultats de ces communales auxquelles nous avons assisté le dimanche dernier. Merci de nous avoir suivis. La phase politique, dimanche politique en tout cas, continue sur ETélé. Le meilleur reste à suivre. Restez en notre compagnie. Bon dimanche à vous.